Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel événement qui vous est proposé par Archimag et qui sera donc dédié à la valorisation patrimoniale. Je suis Fabien Carré-Marionnet, journaliste pour Archimag et j'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée qui va donc démarrer tout de suite avec cette keynote d'ouverture durant laquelle je suis ravi d'être accompagné par Malika Keshish. Bonjour Malika. Bonjour Fabien, je suis ravie de t'accompagner sur ce lancement d'un sujet qui m'est cher. Merci à toi. Malika, je rappelle que tu es cofondatrice d'Activo et sans plus tarder, parce qu'on n'a finalement qu'une demi-heure, je vais te laisser te présenter, nous parler aussi d'un Tout à fait, peu Activo et puis la scène est à toi. parfait. Merci Fabien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première partie d'une session qui va essayer d'allier, de vous proposer des solutions et des best practices autour du numérique. Pourquoi ça bouge tout seul? Ah, eh bien, je ne sais Ah, pas. attends, c'est bon, je reviens en arrière. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'allier, de parler de comment, c'est quoi le patrimoine d'une entreprise, c'est quoi sa numérisation, quels sont les outils, pourquoi on fait tout ça, et comment on arrive en interne à vendre aussi ces projets-là, parce qu'en fait, c'est aussi un sujet qui est important pour beaucoup. Donc, bah, rapidement, Fabien l'a présenté. Je suis cofondatrice d'un cabinet de conseil en transformation digitale, et on a une spécialité sur tout ce qui concerne le flux média, donc photos, vidéos, son, etc. Et donc, de par ce sujet-là, on travaille autant sur des projets de DAM, donc on verra ça tout à l'heure, de Digital Asset Management, et de tout son écosystème qui va de la numérisation des assets jusqu'à leur distribution. Au Super. niveau de l'équipe, on est une quinzaine de personnes avec des profils différents, des experts sur les solutions DAM, Digital Asset Management, des chefs de projet et des documentalistes audiovisuels, puisque on est, je pense, ensemble ici tous d'accord pour dire que ces plateformes-là, ben, c'est 5% de techno et que les 95%, c'est des people et des process, et donc c'est de la gestion de contenu. Les services d'Activo, d'une manière générale, c'est tout ce qu'on accompagne les entreprises pour trouver la meilleure solution technique, qui correspond à leurs besoins, jusqu'à la gestion du contenu, le déploiement des solutions, l'accompagnement à la conduite du changement des équipes. Et tout ça passe évidemment par une sensibilisation, une formation sur tout ce qui est droit et usage. Et là, vous verrez, c'est aussi un sujet qui va nous importer euh, par rapport au patrimoine. Alors, on travaille avec différents secteurs d'activité, on n'a pas un secteur particulier, on travaille autant, je vois que même dans le secteur public, il y a des organisations qui ne sont pas ici mentionnées. Globalement, ce qui nous importe, c'est les sujets des uns et des autres, c'est les projets des uns et des autres. C'est pas tant la structure et la richesse d'ailleurs, et la valeur et l'intérêt que nous avons, c'est de dire que pour des entreprises très différentes, quand on porte un sujet d'âme, eh ben, il sera différent en fait. Quand on parle de solutions d'âme, on a un cabinet de conseil et donc on travaille en partenariat et en confiance avec les principaux éditeurs de solutions aujourd'hui qui existent, au moins en Europe, ou en tous les cas, même s'ils viennent des États-Unis pour travailler en Europe, on les connaît, on connaît leurs solutions pour évidemment mieux les adresser et au niveau de nos clients. Et donc là, c'est simplement une slide sur un événement que nous organisons qui s'appelle ONDAM et à travers lequel on donne la parole à l'ensemble de ces éditeurs. Voilà. Le plus important, c'est de pouvoir transmettre ce que les solutions et les éditeurs proposent sur le marché. Alors, Super. Eh ben, écoute, du ça, coup, c'était pour ma première forcément. présentation rapide de qui nous sommes et du fait, évidemment, que je suis ravie de parler de ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, si on parle. Alors, pourquoi je suis ravie de parler de ce sujet-là? C'est tout simplement parce que dans ma vie professionnelle, et en tant qu'éditeur de solutions d'âme, parce que dans une vie antérieure, j'ai été éditeur, j'ai accompagné une entreprise qui est venue en me disant, mais voilà, je vais avoir 100 ans et on a besoin d'aide pour expliquer qui nous sommes et écrire nos 100 ans. Et ça a été juste un projet magique, parce que ça a été un projet.
qui a démarré dans une cave pour retrouver les éléments, l'histoire, le passé, la mémoire de cette entreprise et pouvoir numériser ces assets-là, les choisir, définir ceux qui vont représenter en fait toute cette histoire, mais des points rouges, donc il y en a peut-être qui doivent savoir en fait, pour lancer les numérisations de ces sujets-là, pour mettre à disposition ces contenus auprès d'un historien qui a produit 2 livres, un livre interne et un livre externe, pour représenter ce centenaire. Et je pense que ce projet-là, c'est exactement l'histoire de notre webinaire, en disant, ben voilà, on démarre comment, on raconte l'histoire de notre entreprise comment, et donc ça ramène au patrimoine, et c'est le fait de dire, ben, le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine, c'est quoi? Est-ce que tout le patrimoine d'une entreprise est un patrimoine audiovisuel? Pas sûr. Est-ce que tout le patrimoine audiovisuel, dès lors qu'on a tagué cet audiovisuel en tant que patrimoine, fait partie du patrimoine? C'est un peu plus sûr. Voilà, donc en fait, c'est un peu tout ça qu'on va détailler ensemble. Et ce qui est important, c'est vraiment de dire le patrimoine audiovisuel et le patrimoine d'une manière générale, c'est... alors, il y a des personnes euh, Je vais qui gérer, t'inquiète nous... pas. Ah d'accord, merci. Donc voilà. Donc avec l'exemple que je vous ai donné, c'est effectivement le patrimoine d'une entreprise, c'est ce qui va faire en fait son histoire et sa mémoire. C'est ce qu'on va transmettre au niveau de l'entreprise. Donc ça va parler peut-être beaucoup plus à des musées, ça va parler beaucoup plus à des entreprises familiales, mais d'une manière générale, quand on est dirigeant dans une entreprise, on a envie de laisser l'histoire et de dire voilà tout ce qui a été fait et par qui ça a été fait. Parce que les affaires et tout ce qui est produit dans une entreprise, il est produit par les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est ça qu'on doit valoriser. Donc, ça, c'est important et c'est ça qui va représenter d'une manière globale le patrimoine. Donc, les créations qui se font au niveau de l'entreprise, la production, les dirigeants, les bâtiments, évidemment les collaborateurs. Donc, pensez à des personnes phares qui peuvent partir, quand elles partent à la retraite, les interviewer, bien noter un peu tout ça. Mais c'est vraiment un sujet qui est super important. Et ce patrimoine, il est représenté concrètement par quoi? Une fois qu'on a dit ça, on va avoir des objets, on va avoir des pièces maîtresses, on va avoir des photos, on va avoir des vidéos, on va avoir des sons, on va avoir des bobines, on va avoir des plaques de verre, on va avoir un peu tous ces supports physiques qui s'allient aux supports numériques. Pourquoi les supports numériques? C'est parce que soit les supports physiques ont déjà passé un processus de numérisation, et là on pourra en parler parce que le processus de numérisation, ce qu'on peut numériser, ce qui a été numérisé il y a 20 ans, est-ce qu'on est dans les formats d'aujourd'hui qui sont attendus aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Donc voilà, garder en fait cette pensée-là de dire il faut numériser à long terme. Donc oui, peut-être que ça peut coûter plus cher, mais on sait que c'est des fichiers qu'on pourra ressortir, plutôt que de faire du court terme et de numériser dans une résolution qui ne pourra pas servir demain. Alors évidemment, je ne suis pas une professionnelle de la numérisation. En revanche, il y a aujourd'hui des professionnels de la numérisation qui peuvent en fait vous accompagner sur cette phase-là, qui est primordiale quand on commence à sélectionner des contenus qui font partie du patrimoine, en disant je veux les numériser parce que je veux raconter l'histoire de mon entreprise avec ces fichiers-là. Et ensuite, vous avez les supports numériques qui ont dès le départ été produits en numérique. Et là aussi, ils ont le droit et ils font partie du patrimoine, donc directement en patrimoine audiovisuel de l'entreprise. Et c'est vraiment cet ensemble qu'il faut vraiment porter comme étant, mais vraiment, c'est au cœur de la marque de l'entreprise. Et quand on parle de dématérialisation ou de numérisation de ces objets, pour valoriser la marque, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des responsables d'entreprise qui communiquent sur les réseaux sociaux en partant de visuels qui racontent l'histoire de leur entreprise, avec des visuels qui ont été numérisés en noir et blanc, et faire un post avec ces contenus qui rappellent l'histoire et voilà, et les années de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le patrimoine audiovisuel. Le patrimoine, il peut être physique, il est physique, surtout quand on remonte à quelques années en arrière, et on est quand même en France fort de ça. On a de très belles entreprises, voilà, qui ont vraiment des supports qui racontent des histoires, et d'allier ce fichier numérique au support physique qu'il représente. Alors évidemment, je n'invente rien et je suis absolument pas la première à dire que en fait, on peut pas raconter l'histoire d'une entreprise uniquement avec son avenir et faire la réputation de l'entreprise uniquement avec son avenir. On part
de son passé, on part de ce qui a été fait avant et de son histoire. Alors, du coup, forcément, la question qu'on peut se poser, et on le voit bien à travers ton slide, c'est pourquoi valoriser son patrimoine en tant qu'entreprise, et finalement, comment aussi le faire, avec quelle technologie, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer. Voilà. Donc on l'a vu, le pourquoi valoriser son patrimoine. Donc d'une manière générale, on a parlé de valoriser la marque, on a parlé de valoriser, mais si on regarde le détail, c'est ça en fait, c'est susciter la fierté d'appartenance et l'adhésion des salariés. Mais c'est quelque chose de primordial aujourd'hui en fait, de dire, bah, tiens, je fais partie de telle entreprise, je sais ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a produit, c'est quoi l'histoire de ses fondateurs, de ses... voilà, donc ça, je pense que c'est déjà un point qui est super important. Vous avez le savoir-faire et les métiers. Là aussi, ça fait la différence et ça fera la différence avec des entreprises qui ne vont pas communiquer sur ça, où on peut avoir ensuite, alors sur une entreprise purement commerciale, où on peut avoir en fait des difficultés à fidéliser des clients. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont super importants. Et voilà, on est vraiment dans la transmission au niveau de l'entreprise, de son histoire, où c'est très important. Alors il y a un point aussi il ne faut pas oublier, c'est bien aussi l'organisation et les témoignages des personnes qui vont raconter cette histoire. D'accord? On construit un nouveau bâtiment d'une entreprise. On va prendre des photos, on va prendre des photos du chantier, on va prendre des photos de l'inauguration. Tout ça, c'est acquis. Mais les personnes qui rentrent et qui ressortent de l'entreprise et qui ont des choses à dire, ça, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à utiliser les outils qu'on a pour aussi collecter des témoignages. Il peut y avoir voilà, des histoires très intéressantes qu'on pourra ressortir des années plus tard quand on voudra célébrer un anniversaire, un autre départ, etc. Euh, Alors, on revient un peu à la techno, mais avec un côté quand même très fonctionnel. Donc, je disais, en fait, aujourd'hui, on parle de patrimoine, on numérise, et quand on numérise, on va le gérer où? Donc, quand on numérise, on va obtenir de la photo numérique, on va obtenir de la vidéo numérique, on peut obtenir des PDF, des sons, etc. Donc, ça, c'est des assets anciens qu'on a numérisés. Donc ces assets-là vont intégrer, la meilleure façon d'intégrer une plateforme qui s'appelle DAM, donc Digital Asset Management, qui sont des plateformes aujourd'hui dont la fonction première, c'est de centraliser, de protéger ces assets, de les indexer comme il se doit, parce que contrairement aux autres assets qui intègrent un DAM, que ce soit des assets produits, des assets marketing, des assets de communication pure, les assets des archives et du patrimoine ont besoin d'avoir un détail sur l'indexation parce qu'on va avoir besoin de le retrouver sur ces mots-là d'indexation des années plus tard. Donc on ne va pas juste dire, bah tiens, c'est le dernier défilé, la dernière prise de vue, etc. Parce que ça, c'est de l'actualité, donc on peut le retrouver facilement par rapport, ça va ressortir très vite. Mais quand on va commencer à chercher sur des assets qui sont plus loin, ça va être plus compliqué de les retrouver. Donc cette indexation, elle est importante. Et on parle aujourd'hui souvent d'outils d'indexation qui sont un peu plus puissants que juste de mettre 3 ou 4 mots-clés par rapport au contenu d'actualité qui peut ressortir très vite. Donc ça, ce sont les fonctionnalités du DAM pour pouvoir gérer les assets qui sont liés au patrimoine. Le DAM va faire quoi d'autre? Par rapport à ces assets et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est important de bien numériser et de penser au futur dans la numérisation et de numériser le plus large, le plus de la meilleure qualité qu'il soit. Pour autant, ces fichiers, quand ils sont numérisés en très haute qualité, on ne va pas les ressortir systématiquement dans cette qualité pour les distribuer sur ce que je disais tout à l'heure, le post fait par un dirigeant à partir de contenu des archives sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas besoin de formats aussi puissants. En revanche, si ces assets doivent être imprimés, faire l'objet d'une exposition quelque part, on aura besoin de revenir vers ce fichier original. Et ça, c'est le propre du DAM, de pouvoir stocker le fichier original, de générer des formats intermédiaires qui seront conformes aux attendus que l'on pourra avoir sur les outils de distribution, que ce soit les réseaux sociaux, les mobiles, les sites internet, les impressions de magazines, des expositions, des publicités, etc.
Donc ça, c'est ce que fait le DAM. Et donc, quand en plus on va traiter des assets qui sont issus et qui sont dès le départ numérisés en tant que patrimoine, puisque tous les assets numérisés ne font pas forcément l'objet, ils ne sont pas sauvegardés en tant que purement patrimoine, au sens où ils vont pouvoir être utilisés dans une communication normale, régulière, sans problème de droit. On peut avoir des assets qui vont faire partie d'archives et qu'on ne veut pas mettre à disposition de tout le monde. Et ça, c'est le propre du DAM aussi, de pouvoir gérer des restrictions de qui accède à quoi quand on archive, quand on numérise une photo d'une égérie sur un produit de 1970, vous vous doutez qu'on n'a plus les droits de l'égérie, on n'a plus les droits tels quels de pouvoir les utiliser. Donc, ceux qui vont être responsables de ce patrimoine peuvent y accéder, savent que ça existe. Pour autant, on ne va pas le mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs parce qu'on ne sait pas comment on peut l'utiliser. Et que là, pour le coup, ça va être un projet complémentaire qui est associé aux assets numériques, qui va être de la clarification des droits en fonction de ce qu'on veut faire. J'ai bien numérisé, j'ai bien protégé mon asset, je n'y accède pas, j'ai besoin de l'utiliser pour raconter l'histoire de ma marque, de mon entreprise. Je vais chercher à clarifier les droits, à retrouver les ayants droit, à négocier les droits avec ces ayants droit, etc., pour pouvoir en faire un bon usage. Et il y a une autre partie qui est importante sur ce schéma-là, c'est le lien entre les assets de patrimoine et la gestion des collections. Donc on a parlé d'assets qui étaient issus numériques, on a parlé de patrimoine audiovisuel, d'assets qu'on a numérisés, mais dans le patrimoine d'une entreprise, on a aussi des objets, on a des pièces qui ne sont pas numérisées, c'est des objets physiques qui font partie de la collection, donc des bouteilles qui remontent à très longtemps, des objets qui sont protégés par l'entreprise et qui peuvent faire l'objet de campagnes de numérisation pour pouvoir bien les illustrer et suivre ces objets-là à travers des outils de gestion de collection. Les gestions de collection, c'est un métier. Donc on définit un objet, cet objet-là va avoir un numéro d'inventaire et il peut être rattaché à une sélection d'assets, puisqu'on peut voir des vues de profil, de dos, de face, de haut, etc., en fonction des objets qui sont concernés, bien entendu, et qui seront, eux, stockés dans le DAM. Donc, il est important ici aussi de se poser la question, comment on crée le lien entre un DAM et un outil de gestion de collection. Un DAM n'est pas un outil de gestion de collection. Il peut gérer des informations pour suivre un support physique, j'en connais qui peuvent gérer cette information, mais une gestion de collection complète, c'est un outil qui est très puissant, qui permet évidemment de visualiser, de gérer la description de l'objet, de suivre des entrées-sorties, des constats d'état, de tout ce qui touche en fait à l'objet physique, qui lui peut aussi faire l'objet d'exposition. Donc c'est tout ça qui concerne en fait le patrimoine d'une entreprise. Alors je ne sais pas si Fabien, il y a des questions qui passent ou est-ce que tout va bien pour tout le Pour monde l'instant, tout va bien pour tout le à monde a ce priori. niveau-là? On peut continuer. Super. Donc voilà. Donc ça, c'est important dans le cas du cycle de vie des médias, au niveau du DAM, de bien numériser, de choisir les bons formats, d'utiliser un outil comme le DAM qui permet justement de centraliser et distribuer sur les bons formats. Les outils de gestion de collection ont souvent un mini-DAM. Donc on peut aussi utiliser le mini-DAM des gestions de collection quand on n'a pas besoin d'avoir en fait un ensemble distinct. Pour autant, faire très attention, quand c'est le cas, de comment on va communiquer ces assets qui sont dans la gestion de collection, qui n'est pas accessible à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, alors que certains assets de ces objets-là devraient pouvoir être communiqués aux personnes de l'entreprise pour justement valoriser et parler de la marque. Super. Merci beaucoup. Alors peut-être pour parler un petit peu des étapes que toi tu verrais éventuellement pour Oui. mener à bien un projet de valorisation patrimoniale, quelles sont à ton avis les étapes par lesquelles il faut commencer, quels sont les processus à mettre en place, les grandes étapes finalement à respecter? Alors, les grandes étapes, j'ai un peu fait le tour. La première chose, je pense que c'est déjà
de ne pas attendre un événement en disant c'est bientôt l'anniversaire de l'entreprise, on a besoin de communiquer, on a besoin de sortir un livre, on a besoin, voilà, de tout faire. Donc, plus tôt on s'y prend et mieux c'est. Donc, plutôt de faire les choses petit à petit, c'est la première chose. D'accord? De toujours se dire, aujourd'hui, dans une entreprise, quand elle produit un contenu, quand elle produit, pardon, un contenu, un objet, des assets, ça fait déjà partie des archives de l'entreprise. Pardon. Donc, dans ces archives-là, lesquelles on va garder, lesquelles on va vraiment taguer comme étant faisant partie du patrimoine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Tout ce qui est produit par l'entreprise ne fait pas forcément l'objet euh, de n'est pas obligatoirement sauvegardé en tant que patrimoine. D'accord? Donc il faut apprendre à sélectionner. Qu'est-ce qui fait partie? Qu'est-ce qui peut raconter l'histoire? Sur 50 images d'une inauguration d'un bâtiment, etc., est-ce qu'on va garder les 50 pour raconter l'histoire de il y a 20 ans, 30 ans, on a créé ce bâtiment-là? Voilà, c'est pas sûr. Donc il y a quand même une compétence professionnelle à savoir de qu'est-ce qui peut faire partie du patrimoine, qu'est-ce qui peut raconter l'histoire. D'accord? Donc voilà, n'importe qui n'est pas habilité à faire ça. Mais sinon, en termes de processus, une fois qu'on a dit on est capable de sélectionner, on va déjà démarrer par la numérisation. Donc au fur et à mesure de dire, tiens, on anticipe les événements le plus tôt possible et on lance des plans de numérisation, de sélection, d'editing pour pouvoir raconter cette histoire-là. Donc ça, c'est la première étape, c'est de s'appuyer sur soit une numérisation interne, soit prendre des partenaires qui ont l'habitude de numériser. Il y a un grand groupe de presse qui a fait un travail magnifique et gigantesque il y a quelques années en lançant un plan de numérisation de plus de 5 millions de photos avec une entreprise dont c'est le métier et qui fait très très bien le travail. Et on a ressorti des pépites par rapport à ces années et ces contenus. Et donc l'idée, c'est effectivement, on valorise ensuite comment, en interne et en externe. Donc ça, voilà. Donc il y a la numérisation, le choix des assets, le choix de la solution, dans quoi je vais les stocker. Donc, quand on me dit on va fêter tel anniversaire et on numérise et on met tout sur un disque dur et puis une fois que l'anniversaire est passé, on oublie, et ben là c'est dangereux parce que le disque dur on ne connaît pas sa durée de vie. Donc on sait aujourd'hui qu'en fait, si vous voulez protéger, c'est vrai que le mode SaaS, donc en hébergé dans un data center ou sur des plateformes qui sont purement SaaS, donc dans le cloud, c'est ce qu'il y a de plus sauvegardé, de plus sécurisé aujourd'hui. Donc voilà, de trouver, une fois que j'ai produit ça, je ne le laisse pas sur un disque dur, je le récupère et je le dépose sur une plateforme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Les droits, on en a parlé, quand on va sauvegarder, ce n'est pas grave si dans vos archives, et parce que c'est pas accessible à tout le monde, les éléments que vous archivez, non, vous savez pas les droits, vous savez pas qui a fait ça. Donc on est bien d'accord, le DR du droit réservé, c'est quelque chose à utiliser avec modération au moment de la publication. Mais vous pouvez déjà dire, je garde ça, et au moment où je vais faire des utilisations, je vais pouvoir aller clarifier les droits pour retrouver l'ensemble de ces assets. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, vous avez l'IA, donc l'apport de l'IA. Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'en fait, il y avait une indexation particulière à faire sur les assets patrimoine, parce qu'on a besoin de les retrouver dans 10 ans, 20 ans, etc. Et en fait, peut-être que la façon de s'exprimer, la façon de taguer les choses dans 20 ans, aujourd'hui, on ne sait pas en fait. Donc, on va essayer d'être le plus détaillé possible. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question de qu'est-ce que fait l'IA? Comment l'IA arrive par rapport à ça? Donc, évidemment, la chose la plus simple, c'est de dire l'IA va permettre de dire si jamais dans 20 ans, on sort un magazine. Ce magazine ou une newsletter qui a été produite par l'entreprise, je vais retrouver des visuels ou des pages. C'est être capable de dire je prends une photo, je numérise et je le dépose sur la plateforme pour qu'il me retrouve des assets équivalents. Donc ça va être une façon de bypasser l'indexation pour retrouver un asset sur une vision similaire, sur un visuel similaire.
Donc ça, c'est des choses qui peuvent exister au-delà de l'automatisation de mettre des mots-clés sur des assets. Donc je crois plus à cette partie-là parce qu'on revient à l'origine du visuel, à ce qui a été numérisé et sur, voilà, sur l'image en soi. Ou sur, quand on numérise des vidéos, des témoignages de voix, etc. Vous avez ce qu'on appelle le speech to text, qui est proposé aussi par des outils où on récupère tout ce qui a été dit. Voilà. Donc ça aussi, ça peut aider à retrouver les choses un peu plus tard sur la plateforme. Donc voilà, donc vraiment, le DAM, je pense, peut aider à stocker pour pour permettre de retrouver ces assets dans le futur. Alors, il y a Christophe, en dehors de Oui, l'intérêt éditorial. qui pose une question un peu juridique. Alors c'est peut-être un petit peu, il y a Même pour forcément certaines, des... à sauvegarder. En fait, le tout est dans la sauvegarde, oui, sur les papiers, sur la partie juridique, etc. Après, la vraie question, c'est sauvegarder, c'est les mettre dans un Cardex ou les archiver dans des espaces de stockage qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, vous avez des entreprises qui font ça. Dont le métier, c'est de prendre vos archives et de les stocker dans un lieu protégé, etc. Donc ça, c'est la base. Si je reprends ton point, tout à l'heure, Fabien, tu as tout à fait raison, il y a aussi ce point-là, qui est de dire je sauvegarde mes supports physiques. Donc ça me semble évident, de les protéger, de ne pas les mettre dans des caves inondables, etc. Il y a évidemment l'aspect juridique en plus par rapport à ça. Pour autant, si à un moment donné j'ai envie de les ressortir, la numérisation permet de protéger votre asset aussi, permet de protéger votre objet. C'est au lieu d'aller ressortir une fois, deux fois, 10 fois mon produit, mon objet pour le prendre en photo et l'utiliser pour un usage 1, un usage 2, c'est de dire je numérise une bonne fois pour toutes, je le stocke dans un DAM et je le mets à disposition de ceux qui ont besoin d'y accéder. Et comme ça protège effectivement aussi le support physique. Et Euh, finalement, juste pour compléter un peu la oui. réponse, Malika, est-ce que tu sais s'il y a un certain type de documents qui sont effectivement concernés par cette question en matière d'obligation légale ou... Sur tout ce qui est les obligations légales, je pense qu'on va parler de patrimoine sur des brevets, sur des factures, sur des contrats, etc. Bon, toute cette partie juridique qui est importante sur le côté légal en soi, sur des photos d'un chantier, sur l'enregistrement d'une personne qui part à la retraite pour parler de son histoire. Il n'y a pas un côté légal par rapport à ça. C'est plutôt euh, c'est plutôt un côté de transmission d'obligations. Et en général, soyons clairs, ce sont quand même des choses qui sont portées par les sponsors et par les dirigeants, en fait. C'est les dirigeants aujourd'hui, et il y en a qui justement, quand un dirigeant communique sur ses réseaux sociaux à travers ses visuels d'archives, mais il dit tout. Il revient effectivement sur tout le départ en disant, voilà, je viens de cette histoire-là, pour continuer à communiquer et mon entreprise est sur ça. Il n'y a pas une obligation en soi. Hmm. Après, c'est en interne, il y a un côté moral où je ne jette pas tout ce qui a été fait sur de la photo et de la vidéo, euh, ce côté-là. Donc, on parlait tout à l'heure, en fait, les étapes sur la valorisation du patrimoine. C'est ça, c'est la première chose, c'est préserver, protéger et sauvegarder les supports physiques. Donc ça, on en a parlé, c'est vraiment la base, et de les numériser pour pouvoir les utiliser et les garder et protéger les supports physiques sans les ressortir. Anticiper sur la construction de votre patrimoine de demain, c'est exactement le plus dur en fait. C'est de dire, je garde quoi, euh, je sélectionne quoi pour dire ça va rentrer dans mon patrimoine et ça va garder et ça va raconter l'histoire. Parce que c'est un engagement en disant ça fait partie de mon histoire, ça peut ressortir pour raconter l'histoire de mon entreprise. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc pour ça, en fait, il faut définir des règles en interne. C'est pas standard pour toutes les entreprises. Donc c'est vraiment à faire avec en fonction de l'entreprise. Ce que je disais, c'est que le cycle de vie des assets, on va pas tout garder. Donc ça aussi, c'est à faire attention. Optimiser le stockage. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. On stocke. Comment?
Donc il y a aussi aujourd'hui, on a une responsabilité, ne serait-ce que vis-à-vis aussi de l'environnement et de la planète. Donc je stocke à chaud, à froid et en glacier. Ça veut dire, alors c'est des termes techniques, mais ça veut dire qu'effectivement au niveau du data center, je stocke et j'ai besoin d'y accéder très vite en quelques secondes, ou je m'autorise de y accéder et d'obtenir mon asset 3 heures, 4 heures après. Mais par contre, voilà, ça me permet d'avoir un dispositif un peu plus moins coûteux et qui, voilà, qui est moins polluant, entre guillemets, par rapport à la planète. Et ensuite, c'est comment raconter ces histoires par rapport à ces contenus, comment les valoriser en interne et en externe pour montrer en fait tout ce qui a été fait. Et là aussi, vous avez des communicants, des historiens qui peuvent raconter cette histoire-là à des moments importants de l'entreprise. Merci beaucoup Malika. Alors, je crains malheureusement qu'on soit un peu juste au niveau timing et je suis sûr qu'on aurait pu en parler encore pendant des Oui. heures, mais malheureusement, on a effectivement un planning à respecter. Alors, ce que je te propose, c'est que tu restes quand même avec nous. Il y a des questions qui sont arrivées dans le chat si tu veux y répondre à l'écrit à ce Tout à fait. truc-là. Et Tout puis, à fait. Et je conclurai simplement. Donc, suivez-nous sur notre chaîne télé. Mais très important, on organise un événement chaque année sur Ondam. Et à chaque année sur Ondam, il y a une conférence sur le DAM et le patrimoine, puisque c'est un sujet qui est très important, qui nous est très cher. Merci à vous, merci. merci Fabien. Et je réponds aux questions dans le chat. Super, merci Malika. Et puis je rappelle accessoirement qu'on peut aussi te retrouver sur les réseaux, notamment LinkedIn, pour approfondir un peu les échanges. Donc merci beaucoup pour Avec ta plaisir. disponibilité et pour tous tes conseils et tes différents avis en tant qu'experte. C'était super Merci. intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.